Donc, mes différentes interventions à l'intérieur de l'établissement pour les soins palliatifs. Donc, je travaille à l'unité de soins palliatifs gériatriques pour la prise en charge de tous les patients et à l'équipe mobile de soins palliatifs gériatriques intra-CHDB, donc dans les unités du CHDB, dans des unités de soins qui seraient externes au CHDB et également à domicile. Donc, que représente le moment du repas? Le repas, c'est un acte élémentaire de la vie. Toutes les personnes mangent, on doit manger, on commence à manger. C'est un lien social. On voit quand on veut fêter un anniversaire, une fête, Noël, Pâques, etc., ou pour se retrouver simplement, on partage un repas. C'est souvent autour de ce repas que se tient les retrouvailles, on va dire. Donc, c'est un lien social très important. De même que l'aspect relationnel, donc dans le même ordre d'idée. Et le repas, c'est quelque chose qui rythme beaucoup la journée de nos patients hospitalisés, qui parfois n'ont pas trop d'occupation. Ça rythme vraiment, ils savent où ils en sont dans le rythme de la journée. Quel est le but de l'alimentation en soins palliatifs? Donc, le travail de la diététicienne, c'est en règle générale, c'est traduire des prescriptions médicales soignantes en repas, en choses pratiques. Et ici, en soins palliatifs, en fait, on n'a plus d'exigences nutritionnelles, de compte de calories, d'évaluation, etc. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'apporter du plaisir à nos patients et du confort aussi. On verra par la suite par quels petits moyens on peut mettre en place pour apporter le plaisir et le confort pour nos patients. Donc, voilà. Donc, je voulais vous parler de différents sujets dont on reparlera aussi par la suite plus en détail. Les régimes, ils ont des points d'interrogation parce qu'en soins palliatifs, on ne va pas forcément mettre de régime. On les mettra uniquement si ça doit être absolument primordial pour le maintien de l'état de santé de la personne ou si ça peut lui apporter quelque chose en termes de confort. Après, on a des personnes qui arrivent ici, par exemple, à l'USP, qui ont un régime, qui tiennent absolument à leur régime, comme si elles avaient l'impression que si on arrête ce régime, on a abandonné quelque chose. Donc là, évidemment, on le laisse en place à l'admission, mais au cours de l'hospitalisation, on va en discuter avec eux et essayer de l'élargir. Au niveau de la texture, donc on a différentes textures qu'on va adapter très, très précisément à l'état de la personne. Donc, on a une texture normale, une texture tendre ou hachée pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition, jusqu'à des textures mixées, lisses pour des... Pardon, je me suis trompée. Donc, la texture hachée ou tendre, c'est pour les troubles de la mastication et la texture lisse ou mixée pour les troubles de la déglutition. On peut également avoir une texture liquide. Voilà, la texture sera vraiment adaptée le plus précisément possible aux possibilités du patient. Les habitudes, les aversions, les préférences. Donc ça, c'est important de connaître les aversions, les préférences des patients. Quand les patients arrivent ici à l'USP, je vais les voir le plus tôt possible et je fais le relevé justement des aversions. On en tiendra compte, on donnera des aliments ou des plats de remplacement pour les plats qui ne sont pas appréciés. Je note également les préférences parce qu'à des moments, nos patients peuvent être... l'anorexie peut être vraiment profonde et connaître leurs préférences, ça permet de leur apporter parfois un petit peu un plat dont ils avaient parlé et qu'ils auraient envie de manger pour essayer de relancer un petit peu l'alimentation. Les habitudes également, est-ce qu'ils ont l'habitude de prendre des collations dans l'après-midi ou quelles sont leurs habitudes en termes d'horaire? On va voir comment on peut s'y adapter. L'autonomie également, on va préserver le plus longtemps possible l'autonomie des patients. Donc, on va mettre à leur disposition des matériels en accord avec les ergothérapeutes pour préserver leur autonomie. On verra un peu plus tout à l'heure.
Je voulais faire un petit point sur les CNO, les compléments nutritionnels oraux. Donc, en fait, ils ne sont donnés que dans des cas très particuliers. On verra aussi un peu plus tard que je préfère préconiser un enrichissement de l'alimentation plutôt que des CNO. Bon, je ne dis pas qu'ils sont inutiles, ils nous servent très souvent, mais je préfère enrichir, disons, les plats ou des éléments du repas plutôt que donner des CNO. Ils sont parfois difficiles à accepter pour le patient. Alors, de la même façon que pour les régimes, il y a des personnes qui viennent, qui arrivent ici, elles ont pris un CNO chez elles, elles en ont l'habitude, elles n'ont pas envie de continuer, de l'arrêter. Je le continue, bien évidemment. Voilà. Il faut qu'il soit bien accepté, qu'il soit pris sans contrainte, enfin, pas pris comme ça à reculons ou voilà. Nous tenons compte bien sûr de la sécurité des patients et des troubles de la déglutition. Alors, en cas de troubles de la déglutition des solides, il y a des différents groupes d'aliments qui sont supprimés. Donc, ceux qui sont des mélanges de textures, comme par exemple des bouillons aux petites pâtes, les aliments filandreux, composés de très petits morceaux, les petits pois, ceux qui se décomposent en bouche, les biscuits, les aliments mous et collants aussi, comme le fromage. Pour certains troubles de la déglutition, les fromages mous et collants peuvent être à supprimer. Donc, on tient compte également des troubles de la déglutition des liquides. En cas de trouble de la déglutition des liquides, on peut utiliser en première intention de l'eau pétillante, puis des eaux gélifiées, donc qui sont faites sur place par notre ECP ou des eaux gélifiées du commerce, et les boissons épaissies également. Les boissons épaissies, on en reparlera aussi, ça permet de diversifier les apports justement par rapport aux eaux gélifiées qui sont toujours un peu des mêmes parfums, voilà, et qui peuvent lasser un peu plus rapidement. Donc, en soins palliatifs, l'alimentation et l'hydratation peuvent être compromises par des causes très diverses, des nausées, des vomissements, troubles de la déglutition, des obstacles, une atteinte buccale, etc. On va voir ce qu'on peut faire en pratique en cas d'anorexie ou d'oligorexie, de dégoût alimentaire, d'asthénie, de laisser aller, tristesse, état dépressif. J'aurais pu choisir d'autres causes, enfin il y a d'autres causes, on en parlera au fur et à mesure, mais je voulais développer celle-là, c'est les causes quand même qu'on rencontre le plus fréquemment. Pardon. Donc je ne veux pas m'obéir. L'anorexie, elle peut être provoquée par la douleur. Quand on a mal, on n'a pas envie de manger. Certains patients sont focalisés sur leur douleur. Et évidemment, l'alimentation de ce côté-là passe vraiment au second, voire troisième point. Donc, évidemment, on va traiter d'abord la douleur. La constipation, un mauvais état de la bouche aussi, si on a mal, s'il y a des problèmes dentaires, ça nuit à l'alimentation. L'asthénie, la dépression, la tristesse, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas d'anorexie? Déjà, on sert les repas en toutes petites portions. Donc, on a choisi ici de servir des demi-portions, même des quarts de portions, et on les sert sur des assiettes à dessert pour que la petite portion ne soit pas perdue dans une grande assiette. Dans des petits ramequins, ça fait une petite présentation, ça fait un peu moins peur qu'une grande assiette, on va dire. Voilà. Donc, on essaye de faire ça déjà, réduire les portions. Choisir une texture adaptée en privilégiant toujours la texture normale si possible. Mais voilà, s'il y a besoin d'une texture hachée, d'une texture mixée, on essaye de la présenter plus joliment. Voilà, on tend toujours vers la texture la plus normale possible. Enfin, on tend toujours vers la texture normale, si possible. On propose aux patients de fractionner l'alimentation. Donc, par exemple, servir le repas et servir le dessert un peu plus tard. Proposer des collations, même la nuit en cas d'insomnie. On a des patients qui n'arrivent pas à se rendormir si on leur donne quelque chose à manger, un biscuit, une compote, un morceau de fromage selon leur goût. Ça les aide à se rendormir. Donc, ça évite aussi d'avoir des plateaux très chargés
des assiettes très chargées aussi. Ça va dans le sens aussi des petites portions. Donc, on limite les volumes, les petits volumes de plats enrichis. Donc, on essaye d'enrichir au maximum les potages, les purées, certains desserts, pour éviter de multiplier justement les préparations sur le plateau. Par exemple, on fait des potages enrichis, donc on rajoute de la poudre de protéines, ça c'est fait en UCP, du fromage râpé, des choses comme ça, voilà, pour enrichir ce potage. C'est ce qu'on fait assez couramment, d'ailleurs, pour la plupart de nos patients ici au CHDB. Ce qu'on peut faire également, c'est soigner le petit déjeuner et le compléter par un yaourt, une compote, un jus de fruits. Souvent, c'est le meilleur repas de nos patients, celui qu'ils préfèrent. Donc, on va essayer d'introduire d'autres aliments que le café au lait et les tartines. Soigner la présentation de l'assiette et du plateau. Donc, bien présenter l'assiette, c'est certainement plus difficile, mais plus important pour les textures modifiées, la présentation de l'assiette. Présenter le plateau joliment aussi avec les aliments un peu toujours, enfin les différents plats un peu toujours au même endroit. Pour les fêtes, on fait des aménagements également du plateau avec des petites décorations. Voilà. Ce qu'on a la possibilité ici au CHDB aussi, c'est la préparation des préparations particulières par l'UCP. Donc, on a la chance d'avoir une équipe en cuisine qui est prête à faire des préparations, bon, pas très compliquées à mettre en œuvre, mais pour varier un petit peu l'offre à nos patients en soins palliatifs. Et ils sont vraiment réactifs, on peut vraiment leur demander pas mal de choses. Dans certains cas très précis, on peut aussi procéder à des achats particuliers d'alimentation. Par exemple, on avait des personnes à des moments qui voulaient absolument manger de la choucroute. C'est pas la période de la choucroute, donc on était allé leur en acheter sous forme de plats préparés et on leur avait servi. On peut faire ça. On a la possibilité, mais je dois dire qu'entre l'offre de l'UCP, l'offre du SELF et les préparations particulières en UCP, on n'a pas eu beaucoup enfin, on n'a pas fait beaucoup d'achats particuliers. On avait un peu peur aussi des demandes un petit peu farfelues ou un petit peu bizarres, mais on n'en a eu aucune. Donc, lutter contre les dégoûts alimentaires. Donc, ce que je disais tout à l'heure, dès l'admission, on va faire un relevé des aversions et des préférences. Et ce relevé sera réévalué donc, par nos propres observations ou par l'observation des différents soignants qui interviennent auprès de nos patients. Et un suivi aussi parce qu'il peut y avoir une aversion pour un aliment l'aversion va se modifier, une préférence pour un aliment et puis finalement la préférence va se modifier aussi. Donc les réévaluations et le suivi sont toujours très importants. Donc contre les dégoûts alimentaires, on peut aussi adapter la température des repas. Donc, on dit souvent, enfin, l'odeur du repas peut ouvrir l'appétit. Donc, on se dit, ah, tiens, ça sent bon, j'ai faim, j'ai envie. Il y a des patients pour qui la simple odeur de repas, rien que ouvrir le couvercle et sentir l'odeur du repas, ça provoque un réel dégoût. Dans ce cas-là, on a possibilité de mettre en place des repas froids, des assiettes de fromage ou de charcuterie. Voilà, donc on a toujours ces possibilités-là avec les repas froids ou ajouter des laitages, des aliments qui ont peu de goût, peu d'odeur, ça passe parfois mieux. On peut proposer également des repas en finger food, donc à manger avec les mains, ça fait des petites quantités à picorer un petit peu comme ça, soit pendant le repas, soit au long de la journée. Des tartines, donc tartines de fromage, tartines de charcuterie, des repas aussi type petit déjeuner. Alors, ici, on a des personnes âgées qui ont souvent l'habitude de prendre café au lait et tartines le soir, donc type petit déjeuner. Donc, évidemment, si c'est dans leurs habitudes, si c'est ce qu'ils ont envie de manger, on va leur laisser. On pourra compléter d'un laitage ou d'un autre dessert. Voilà, en fait, je laisse le repas type petit déjeuner et j'essaye d'y inclure un apport protéique un peu supplémentaire au goût du patient et s'il est d'accord, bien évidemment.
Alors, permettre des associations qui pourraient nous sembler bizarres, mais qui plaisent à notre patient. Parfois, on a des demandes qui nous semblent un petit peu curieuses parce qu'elles ne correspondent pas à des habitudes qu'on a déjà vues, enfin des choses qui sont courantes. Mais voilà, si ça leur plaît, on continue et on le fait comme ça. En cas d'asthénie, donc on modifiera la texture du repas si le patient est par exemple trop fatigué pour mâcher. Donc quand bien même il pourrait manger un repas de texture normale, s'il se sent vraiment trop fatigué pour mâcher, pour avaler, etc., on pourra modifier la texture. Voilà, on adaptera cette texture vraiment à l'état du patient presque au jour le jour. Installer confortablement le patient pour la prise du repas, bien le caler s'il est alité pour qu'il soit dans une bonne position pour manger à l'aise et sans risquer des troubles de la déglutition, placer la tablette à la bonne hauteur pour qu'il puisse manger facilement, préparer le repas si nécessaire, donc je veux dire par là couper la viande, ouvrir les contenants, préparer les couverts, l'aider comme ça, prévoir un matériel adapté s'il en a besoin. Donc, je parlais tout à l'heure du matériel qu'on pouvait demander aux ergothérapeutes. Donc, on a des couverts à manches grossies, des couverts à manches coudées si c'est nécessaire, des tapis antidérapants pour les assiettes, des assiettes même à ventouses, des portes yaourt ou autres desserts à ventouses aussi. On a des gobelets à anse, à deux anses, des verres à des coupes nasales, des gros gobelets, des petits verres. Enfin, on a pas mal de choses qu'on peut utiliser pour favoriser l'autonomie du patient. Proposer une aide au repas si nécessaire. Donc, peut-être ce patient a besoin d'être nourri ou alors nourri à la fin du repas parce qu'au départ, il mange tout seul, mais il se fatigue très vite. Donc, pour la fin du repas, on va aller l'aider, le nourrir, voilà, l'assister. Laisser à la personne le temps de manger parce que pour certaines personnes, c'est très fatigant de manger. Donc, il faut leur laisser le temps, réchauffer si besoin le plat, bon, laisser le temps nécessaire, adapter les horaires de repas si nécessaire. Donc, ici, à l'USP, on a une façon de préparer les repas et de les conserver qui permettrait aux patients de prendre leur repas finalement à l'heure qui leur convient. Donc, dans la généralité, en fait, les patients ne demandent pas le repas à un autre horaire que midi, 18-19 heures, ça reste à peu près là-dedans. Par contre, si par exemple, au petit déjeuner, le patient est endormi, dort encore, on ne va pas le réveiller pour prendre son petit déjeuner, on va le laisser dormir, il prendra son petit déjeuner après. Et de même, au déjeuner ou au dîner, on peut le servir plus tard, par exemple, si le patient n'est pas disponible ou qu'il est endormi. Donc, on a quand même, avec notre fonctionnement ici, une grande souplesse par rapport à ça. Alors, les problèmes de tristesse, d'humeur, on peut proposer aux familles d'apporter des aliments ou des préparations maison. Donc, sachant que ces préparations ont été faites à la maison selon des recettes familiales apportées par des proches, ça pourra ouvrir l'appétit ou inciter le patient à manger davantage. Bon, juste, il faut qu'on encadre un petit peu les préparations qui sont apportées du domicile en termes d'hygiène, en termes de préparation, en termes de conditionnement aussi, mais ça se passe toujours, ça se passe toujours très bien. Proposer aux familles de participer au repas. Donc ici, les familles ont la possibilité de prendre le repas avec le patient ou leur proposer d'apporter une aide au moment du repas. Donc, il y a certains patients qui vont manger plus facilement si c'est leur fils, leur fille, etc., qui va leur donner à manger. Donc, on peut le proposer. Faire du repas un moment d'échange. Donc, on ne donne pas le repas si on nourrit la personne mécaniquement. On essaye d'échanger avec lui à ce moment-là. D'ailleurs, il y a de nombreux renseignements qu'on a à ce moment-là grâce à ces échanges.
Proposer le repas en salle à manger, si possible. Donc, on a 3-4 tables dans une petite salle à manger. On peut proposer aux patients s'il peut sortir de sa chambre. Bon, là, avec le Covid, ça a été un peu bousculé. Proposer de prendre le repas en salle à manger avec un autre convive. Tout ça, la convivialité, ça favorise les prises alimentaires. Favoriser une ambiance calme au moment du repas, donc pas de soins au moment du repas, pas d'examen, pas de ménage au moment du repas, laisser vraiment le patient prendre son repas tranquillement. On peut mettre de la musique si c'est souhaité par le patient, le calme ou la musique si c'est souhaité par le patient, mais la télévision, par exemple, a le désavantage, je trouve, de distraire du repas. Voilà, il mange un petit peu sans faire attention à ce qu'il mange, voilà. Donc, je ne suis pas trop pour, plutôt de la musique. Au niveau de l'hydratation en fin de vie, donc les problématiques les plus fréquentes, c'est une hydratation insuffisante. Donc, on va proposer des jus de fruits, du sirop, du thé ou de la tisane si ça favorise les prises. On peut proposer également des eaux gélifiées en complément de la boisson si c'est accepté. Donc, les eaux gélifiées répondent à des problèmes bien particuliers, mais il y a des patients qui les prennent comme des desserts, donc qui les prennent très volontiers. Donc, on peut le donner, le proposer en complément de boisson. Bon, il faut s'adapter au goût du patient. Des petites quantités de boissons tout au long de la journée. Alors là, je voudrais faire juste une petite aparté parce que je viens de le voir. Si on pouvait donner, par exemple, 2 verres, un pour les médicaments, un pour la boisson, parce que parfois, il faut bien avouer qu'il y a des restes de médicaments qui restent un petit peu dans le verre tout au long de la journée et c'est pas toujours, ça favorise pas toujours les prises hydriques. Voilà, c'était juste une petite chose que je viens de voir. En cas de trouble de la déglutition, donc on utilise en première intention l'eau pétillante ou les eaux gélifiées ou des boissons variées épaisses. Donc les eaux gélifiées, comme je disais tout à l'heure, soit ils sont faits par l'UCP, soit c'est des eaux gélifiées industrielles. Les boissons épaissies, donc on utilise la poudre épaississante qui a l'avantage de pouvoir nous permettre d'épaissir toutes les boissons qu'apprécie notre patient. Donc, comme ça, on peut épaissir des jus de fruits, du coca, des sodas, du vin, du café, du thé. Enfin, on peut vraiment s'adapter très facilement aux envies du patient. On peut épaissir du café au lait, on peut épaissir des soupes aussi. La poudre épaississante, juste une petite information, elle n'est pas remboursée en ville, les eaux gélifiées non plus d'ailleurs. Il y a, à ma connaissance, il y a un seul laboratoire qui propose une poudre épaississante qui serait remboursée en ville, mais je pense que tous les laboratoires au fur et à mesure vont suivre. En cas de trouble de la déglutition, on déconseille le verre à bec parce qu'il a tendance à favoriser les troubles de la déglutition. Et souvent, on essaye de prendre une paille. Alors, je voudrais mettre un petit bémol sur l'utilisation de la paille parce qu'il faut vraiment que la personne puisse bien gérer la quantité d'eau qu'elle aspire. Si elle n'aspire pas, aspire pas assez, bien sûr, elle ne pourra pas boire. Mais si elle aspire trop vigoureusement, on va dire, ça fera une grande quantité qui va venir en bouche et qui peut provoquer des troubles de la déglutition. Donc, être prudent avec la paille. En cas de sensation de bouche sèche, de lèvres sèches, bon, il est très difficile de manger avec la bouche sèche et même de parler. Donc, on propose des soins de bouche fréquents, des brumisations, rincer avec de l'eau si possible, les soins de bouche plaisir. Alors, pareil, on a des produits pour faire les soins de bouche, mais nous, on aime bien faire des soins de bouche plaisir, c'est-à-dire avec un liquide qui est au goût du patient. Donc, on connaît maintenant de façon assez répandue les soins de bouche au coca qui ont, enfin, pour décaper un peu la bouche, pour nettoyer vraiment. Mais là, on peut faire des soins de bouche avec des jus de fruits, on a fait des soins de bouche au café, des soins de bouche avec du chocolat au lait. On a fait dernièrement, mais pas en soins palliatifs, un soin de bouche
au potage. La personne ne pouvait vraiment pas avaler, mais elle avait envie d'avoir ce goût de potage dans la bouche, donc on lui a fait un soin de bouche au potage. Bon, les autres soignants étaient plutôt surpris, mais je trouve que c'est bien d'apporter dans d'autres services aussi les façons qu'on a de faire en soins palliatifs pour justement les amener à réfléchir et à pratiquer, enfin à faire d'autres choses pour les patients, pour le confort des patients. Alors, on utilise les glaçons aromatisés aussi, des sorbets, bon, les Mr. Freeze, on utilise ça, des glaçons aromatisés pour rafraîchir la bouche. J'ai fait une petite remarque à la fin sur l'eau gélifiée. En fait, elle hydrate, donc elle apporte de l'eau, mais elle n'apaise pas forcément la sensation de soif. Les eaux gélifiées du commerce sont souvent très sucrées et du fait de la texture, le patient n'a pas l'impression de… Voilà, ça n'apaise pas sa sensation de soif. Donc, on peut coupler un peu l'apport d'eau gélifiée pour l'hydratation et les soins de bouche pour apaiser la sensation de soif. Le suivi, donc le suivi est essentiel pour adapter la prestation. Tout au long de l'hospitalisation, la liste des aversions, des préférences, des habitudes, des difficultés sera enrichie des observations de tous les intervenants. Donc, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, on va dire. Les transmissions de tout le monde sont importantes. Donc, ce sera des transmissions orales informelles ou des transmissions lors des réunions pluridisciplinaires. Donc, il faut toujours rester à l'écoute du patient, accepter son refus, ses préférences, accepter que ses choix diffèrent de notre avis professionnel. Par exemple, on a assez souvent, des personnes qui font des fausses routes au liquide, mais qui refusent de prendre des eaux gélifiées, des boissons gélifiées. Donc, on va les informer des risques encourus. On va en parler en réunion pluridisciplinaire, mais on va toujours essayer de s'adapter le plus possible aux désirs du patient. On reste à l'écoute des familles aussi, qui s'interrogent très souvent sur l'alimentation. Les questions fréquentes des familles, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il a mangé, pourquoi il ne mange plus, pourquoi il a juste potager dessert, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, pourquoi vous ne lui en donnez pas plus. Donc là, il faut vraiment rester à l'écoute des familles, leur expliquer pourquoi on fait tel ou tel ajustement, leur expliquer que parfois donner à manger plus, c'est plus délétère qu'autre chose pour le patient. Expliquer aussi les troubles de la déglutition, leur dire ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils ne doivent absolument pas faire. Voilà. Les familles sont souvent beaucoup en demande d'explications. Alors, lorsque les difficultés alimentaires se majorent, notre objectif, c'est de trouver le plat, l'aliment ou le moment qui conviendra au patient. Mais évidemment, on ne les force pas à manger, on n'impose rien, on s'adapte. Là, je voulais parler d'une personne qui ne pouvait pas du tout avaler son repas, mais qui avait envie de manger. Elle ne pouvait pas du tout manger, enfin avaler, mais elle avait envie. Elle avait envie de sentir les aliments dans sa bouche. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on lui présentait, toujours sous surveillance soignante, on lui présentait un repas de texture normale et elle le mâchait donc pour s'imprégner des goûts et elle le recrachait. Donc, ça peut paraître étrange, mais cette patiente était vraiment très satisfaite de faire ça parce qu'elle avait toujours les goûts de ce qu'elle aimait manger, mais sans pouvoir l'avaler, donc elle le recrachait. Maintenant, il faut que le patient, pour faire ce genre d'adaptation, soit vraiment conscient qu'il ne peut pas avaler parce qu'il y a quand même ce réflexe de la déglutition. Il faut qu'on lui faisait mettre vraiment la tête en avant pour qu'elle ne soit pas tentée de déglutir et elle recrachait assez facilement. Bon. Ça peut paraître étrange quand on en parle, mais je trouve que toutes ces petites adaptations qu'on trouve, tous ces petits trucs, ça vaut la peine de les mettre en place. Donc, on maintient toujours le contact avec le patient. Je ne mets pas le patient à jeun, mais il a une alimentation à la demande, c'est-à-dire qu'on va aller lui demander souvent, est-ce qu'il a envie de manger quelque chose ou pas, est-ce qu'il veut un dessert, est-ce qu'il veut une glace, est-ce qu'il voudrait un repas ou pas, ou un repas spécifique. Donc, quand on demande des préparations spécifiques à l'UCP, ça permet de garder le contact avec le patient, ça permet aussi de garder un rythme dans la journée. Donc, voilà, le système
enfin, ça permet, oui, ça permet voilà, de garder ce rythme de 3 repas ou de 5 dans la journée pour nos patients qui ne mangent plus ou très peu. Voilà, pour la prise en charge en USP. La prise en charge à domicile, donc dans le cadre de l'EMSPG. Donc, le suivi diététique n'est jamais la demande de prise en charge initiale, mais comme les problématiques alimentaires sont fréquentes à domicile, l'anorexie, les dégoûts, les nausées, les troubles de la déglutition, la dénutrition, il y a souvent des besoins à domicile aussi d'intervention de la diététicienne. Donc, ce que je fais, je donne des conseils téléphoniques aux patients ou à la famille le plus souvent, où on communique par mail. Je fais quelques visites à domicile aussi. Donc, je rencontre le patient, la famille, les aidants, par exemple les auxiliaires de vie. Évidemment, les visites à domicile ont toujours un meilleur impact. Ça permet d'être plus proche du patient et permet aussi une meilleure compréhension de part et d'autre. Quand on communique directement avec le patient, parfois par téléphone, on n'est pas sûr qu'il ait bien compris. Il y a parfois, avec les personnes âgées, des petites difficultés de compréhension comme ça. L'idéal, ça serait de pouvoir aller à domicile à chaque fois, mais bon, notre secteur est quand même très étendu. À domicile, je donne davantage de conseils d'enrichissement de l'alimentation pour remplacer la prescription que j'estime facile et rapide des compléments nutritionnels, pas toujours bien adaptés, pas pris régulièrement, puisqu'il n'y a pas en fait de suivi. Donc, évidemment, je peux donner des conseils à propos des CNO, leur présenter toute la gamme, leur donner d'idées aussi d'utilisation. Il y a l'utilisation des CNO sous une autre forme, en les intégrant dans des plats, par exemple. Bon, il y a encore pas mal de projets. On ne manque pas d'idées de faire, par exemple, un recueil de recettes à faire avec les CNO. Mais bon, on manque un peu de temps, par contre, pour le faire. Donc, je préfère à domicile faire des conseils d'enrichissement de l'alimentation avec des aliments qui vont être à domicile déjà ou qu'on trouve facilement en supermarché. Voilà, donc j'ai fait des fiches conseils. Les thèmes les plus fréquents sont l'enrichissement de l'alimentation, les troubles de la déglutition, l'hydratation, les troubles digestifs. Ces fiches conseils que je vous montre tout de suite sont toujours personnalisées, donc on ne les donne pas comme ça aux patients, on les personnalise toujours. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la fiche conseil pour une alimentation enrichie. C'est celle que j'utilise le plus. Donc, c'est une plaquette, comme ça, une feuille A4 avec des conseils pour l'enrichissement des repas. Donc ici, par exemple, vous avez sur la partie de gauche avec quoi on peut enrichir le repas. Donc, l'enrichir en calories, l'enrichir en protéines. Donc, on donne pas mal d'exemples. Il y a des aliments qui sont favoris. Par exemple, au niveau du lait, j'aime bien proposer la poudre de lait entier parce que ça permet un enrichissement de beaucoup de préparations facilement. Voilà. Après le fromage râpé, le fromage à tartiner, etc. Et sur la partie de droite, vous avez tous les aliments, enfin tous les plats qu'on peut enrichir facilement avec ces éléments. Voilà. Donc le suivi à domicile, ça va être un suivi aussi par téléphone. On reste à disposition, enfin je reste à disposition par téléphone. Les personnes ont la plaquette de l'EMSPG, donc peuvent nous contacter facilement. À domicile, il y a souvent peu de ressources, pas de personnel qui serait toujours dispo comme en institution. Donc, il y a certaines familles qui se sentent bien démunies à domicile et qui ont besoin de beaucoup de soutien. Dans une autre unité du CHDB, donc je visite dans le cadre de l'EMSPG. La diététicienne référente de l'unité est informée en accord avec l'intervention. La visite permet d'avoir une vision, un œil neuf, une vision de l'extérieur, partager des avis, des expériences. Donc, on conseille les autres soignants. Ça permet de faire connaître aussi dans les autres unités les adaptations qui sont possibles pour des patients en fin de vie qui resteraient sur place. Les modifications sont mises en place par la diététicienne référente et le suivi est fait par son intermédiaire.
hors CHDB. Donc, c'est également dans le cadre de l'EMSPG. Donc, s'il y a une diététicienne sur place, je contacte la diététicienne et je me mets en rapport avec elle pour étudier la problématique. Sinon, j'étudie la problématique avec les soignants. Je laisse toujours une trace écrite et je fais toujours un compte-rendu. Donc, suivi pareil, téléphonique ou par l'intermédiaire d'un autre membre de l'EMSPG. Voilà. Ça, c'est pour tous les suivis que je peux être amenée à faire. Donc, je travaille avec tous les soignants et toujours en relation avec mes collègues diététiciennes s'il y en a présentes dans les secteurs. C'est très important. Donc, en conclusion, pour l'alimentation en soins palliatifs, je suis un peu en retard. Il n'y a pas de formule toute faite, mais une somme d'astuces, d'observations, d'essais qui nous permettent de nous adapter au mieux aux possibilités en vie de nos patients dans le but de leur assurer plaisir, confort et sécurité jusqu'à leur dernier jour. Donc, on essaye beaucoup de choses. On a une équipe qui a pas mal d'imagination. Le travail doit être mené en pluridisciplinarité. Chacun a son expertise et ses observations à apporter. Les échanges, le partage des connaissances est primordial lors des relations pluridisciplinaires ou lors des rencontres autres. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé. Je donne la place aux questions si vous en avez. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement complet. Est-ce que nous avons des questions? Parfois, toutes les astuces ne servent à rien. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut accepter aussi parfois de ne pas y arriver. C'est vrai. Ça, et puis je crois qu'il y a aussi des situations, alors notamment, je pense à certaines situations à domicile ou en EHPAD, par exemple, où les personnes sont très âgées et ont parfois du mal à communiquer. Le fait de refuser de manger ou de poser des problèmes pendant l'administration d'un certain nombre de repas, c'est aussi un mode de communication qu'il faut Oui. essayer de prendre en compte parce que c'est parfois une des seules possibilités qu'ils ont d'exprimer leur refus. Tout à fait. C'est Oui, extrêmement compliqué pour la famille, ça. oui. Oui, c'est Pour les vrai que soignants aussi, d'ailleurs. voilà, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est difficile pour les familles de comprendre que la personne ne veuille plus manger ou que nous, on estime qu'il faudrait arrêter l'alimentation. Pour les soignants, c'est compliqué aussi, tant le repas est dans la routine, je dirais, enfin dans le quotidien. Et il y a des soignants pour qui ça pose un problème de devoir arrêter de nourrir. Et parfois, ça pose un problème à la diététicienne aussi, parce qu'intellectuellement, on comprend qu'il faut arrêter l'alimentation, mais d'un autre côté, on aimerait toujours pouvoir trouver une solution. Alors, j'ai une question de Cécile Cordier. Bonjour, comment réaliser le soin de bouche avec la soupe dont vous parliez tout à l'heure? Alors, en fait, on utilise les bâtonnets en mousse. Donc, on trempe dans la soupe et on fait ce soin de bouche. Enfin, on passe dans la bouche, sur la langue, sur les joues, etc. avec le potage pour laisser justement le goût de la soupe s'imprégner. Et après, effectivement, s'il y a des dépôts, il va falloir qu'on rince quand même avec de l'eau ou avec un autre liquide. Mais c'est surtout, enfin, c'est pas dans le but de nettoyer, etc. C'est dans le but plutôt que la personne puisse avoir ce goût en bouche, un goût qu'elle apprécie. On peut le faire aussi avec des compresses, mais bon, c'est peut-être un peu plus délicat. Alors c'est vrai que comme on est en Alsace, ça arrive quand même assez fréquemment de faire des soins de bouche. Ça m'est arrivé au vin blanc ou au crément. Oui, voilà, on peut faire. Voilà, à domicile, quand on prend en charge un certain nombre de patients qui sont issus de familles de viticulteurs, par exemple, ils apprécient vraiment beaucoup ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est de pouvoir s'adapter vraiment
au goût des patients à ce niveau-là. On peut vraiment. Alors, ça peut paraître bizarre hein, pour les personnes qui ne travaillent pas en soins palliatifs, dans un autre service, notamment au court séjour. Pour moi, c'est vraiment le grand écart au niveau de la prise en charge. Quand je dis, on pourrait lui faire des soins de bouche avec du chocolat ou avec de la soupe ou avec autre chose, tout de suite, ça paraît vraiment compliqué, bizarre ou presque infaisable. Et en fait, en leur montrant, ça leur donne aussi des idées pour après prendre en charge leurs patients d'une autre façon. Bon, écoutez, du coup, on va conclure ce webinaire. Merci à tous d'avoir été encore une fois aussi nombreux à nous suivre. Et puis, on vous retrouve le mois prochain pour le prochain webinaire. Voilà. Très Merci bien. beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.